un chiffre pour commencer, 84 211 points. Hmm. C'est le niveau incroyable atteint par l'indice boursier indien, le Sensex, là, le 24 octobre 2025. Oui, c'est assez vertigineux. Une envolée spectaculaire, près de 3000% depuis son creux d'octobre 1998. C'est énorme. Pour donner une idée, oui, si on avait mis 10 000 roupies en 98, Aujourd'hui, ça fait plus de 300 000 roupies, c'est fou. voilà, un rendement moyen de 13,6% par an. Sur 27 ans, c'est vraiment solide, même avec les crises qu'on a connues. C'est clair. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Exactement. Au-delà des chiffres bruts, cette performance, elle raconte vraiment l'histoire de la transformation économique de l'Inde. Oui, Donc notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce qui a tiré cette hausse, décrypter les cycles, les hauts, les bas, parfois violents. identifier les risques aussi maintenant. Tout à fait. Et puis surtout, voir ce que ça nous dit sur l'émergence de l'Inde comme une puissance économique mondiale, déjà 5e, et qui vise le top 3 d'ici 2030, selon le FMI. Impressionnant. Alors pour bien comprendre d'où on vient, il faut peut-être revenir un peu en arrière, non? Avant 1998, c'était quoi le point de départ? Bah oui, bonne idée. Il faut se souvenir de la crise de 1991. C'est pas si loin. L'Inde était vraiment au bord du gouffre. Ah oui, à ce point? Au bord du défaut de paiement. Les réserves de change couvraient à peine 3 semaines d'importation. C'était critique. En plus, il y avait la flambée des prix du pétrole avec la première guerre du Golfe. D'accord, situation d'urgence. C'est ça. Et c'est ce choc, en fait, qui a tout déclenché. Et c'est là qu'arrivent les fameuses réformes LPG, c'est ça? Exactement. Face à l'urgence, le gouvernement, sous l'impulsion de Manmohan Singh, qui était ministre des Finances à l'époque, lance ce grand programme. Libéralisation, privatisation, globalisation. Le LPG. On démantèle le licence Raj, ce système hyper complexe de permis qui bloquait tout. Ah, le fameux licence rage. Voilà, on ouvre l'économie progressivement aux investissements étrangers, au privé, on réforme la finance. Bref, un changement de cap radical, c'est ça qui a posé les bases pour la suite. D'accord. Donc les années 90, c'est une période de transition. La croissance revient avec des bulles, des crises. C'est tout à fait ça. Une période d'ajustement nécessaire mais très volatile. Il y a eu la bulle Arshad Mehta en 92, puis l'impact de la crise asiatique en 97-98. Mhm. Et cette volatilité nous amène justement au point bas qui marque le début de notre analyse. Le 20 octobre 1998, le Sensex touche 2774 points. Et c'est de là que tout part, la longue ascension. Et c'est ça, le début de l'histoire qu'on va raconter. Alors allons-y. Explorons ces grands cycles depuis 98. Le premier acte, c'est la fin des années 90, début 2000. En pleine bulle Internet, j'imagine. Exactement. Comme partout ailleurs d'ailleurs. Une euphorie totale. Entre fin 98 et début 2000, en même pas un an et demi, Oui, l'indice s'envole de plus de 110%. C'était l'époque de la nouvelle économie. oh oui, la fameuse. Et l'Inde, avec ses jeunes boîtes d'informatique, les Infosys, TCS, Wipro, qu'on connaît bien maintenant, Oui, bien sûr. elle s'est positionnée comme un acteur clé. Le passage à l'an 2000, le fameux bug Y2K, ça a beaucoup aidé aussi. D'accord. Du coup, le Sensex a qu'un un sommet, presque 6000 points, en février 2000. Et j'imagine que la chute a été aussi spectaculaire que la montée. Ah bah oui, brutal. En un an et demi environ, l'indice repère plus de la moitié de sa valeur. Pouf, retour à la case départ, ou presque. Waouh. L'éclatement de la bulle Internet mondiale, plus les attentats du 11 septembre 2001. Ça a tout balayé. Ce premier cycle montée fulgurante, crash violent, il a duré moins de 3 ans au total. Une bonne leçon sur la volatilité d'entrée de jeu. On peut dire ça, ouais. Bon, après ce premier choc, on entre dans une autre décennie. 2001, 2011, vous parliez d'un certain âge d'or, mais il y a aussi eu la crise financière mondiale en plein milieu. C'est une période contrastée, non? Très contrasté, oui. La reprise après 2001, elle s'est faite sur des bases, on va dire, plus saines. Jusqu'à début 2008. La tendance de fond était vraiment très très bonne. Malgré des secousses. Oui, il y a eu des corrections assez rapides et même sévères en 2004 et 2006. Des moins 25, moins 30% en quelques semaines. Ça rappelait que le marché restait nerveux, quoi. D'accord. Mais la tendance globale était là. L'indice a été multiplié par presque 7 entre le creux de 2001 et le pic de début 2008. Il a frôlé les 21 000 points. Et ça, c'était tiré par l'économie réelle cette fois. Oui, c'est la grande différence. Une croissance économique indienne très forte, souvent au-dessus de 8% par an. C'était vraiment l'époque où on voyait l'Inde comme un nouveau moteur de l'économie mondiale. Jusqu'à ce que la crise des subprimes venue des États-Unis vienne tout gâcher. Exactement. Et là, ce fut la pire chute de l'histoire du Sensex. Du jamais vu. Ah oui,
Les chiffres, Moins 61% en 14 mois. Entre janvier 2008 et mars 2009, l'indice s'est retombé autour de 800 points. la panique totale, j'imagine. Panique mondiale après la faillite de Lehman Brothers. Les capitaux ont fui massivement les marchés émergents et l'Inde n'a pas été épargnée, évidemment. Mais ce qui est frappant, et je me souviens des commentaires à l'époque, c'est la vitesse à laquelle l'Inde a rebondi. C'était assez incroyable, non? Absolument, c'est un point vraiment clé. Alors que les économies occidentales étaient encore à la peine, l'Inde a montré une résilience assez bluffante. Comment? La croissance est repartie très vite. Dès 2010, on était de nouveau au-dessus des 8%. Résultat, en moins de 2 ans, entre le creux de mars 2009 et fin 2010, Oui. le Sensex a regagné plus de 150%. Il a effacé toutes les pertes de la crise. C'était spectaculaire. Ça a vraiment renforcé cette image d'une économie indienne un peu découplée, très dynamique. Impressionnant. Bon, la décennie se termine quand même un peu moins bien avec la crise de la dette en Europe en 2011, qui a eu un impact. Oui, une correction de près de 30% quand même. Ce n'est pas rien. Ce qui nous amène à la troisième grande période, de 2011 jusqu'à 2020, juste avant le Covid. Comment on pourrait la qualifier, celle-là? Je dirais une phase de croissance plus structurelle, moins exubérante peut-être que l'âge d'or d'avant 2008, mais plus profonde, plus ancrée. Hmm. Sur ces 8 ou 9 ans, le Sensex progresse quand même de près de 180%. On passe de 15 000 à presque 42 000 points juste avant la pandémie. Et qu'est-ce qui explique cette progression plus structurelle, justement? Plusieurs choses. D'abord, il y a des changements politiques et économiques importants. C'est la période où Narendra Modi arrive au pouvoir, en 2014. Oui, avec un programme de réforme assez costaud, Make in India, Digital India, la fameuse JST. C'est ça. La JST, cette taxe unifiée sur les biens et services, c'est une réforme majeure, attendue depuis des décennies, même si certaines réformes comme la démonétisation, fin 2016, Ah oui, ça a fait couler beaucoup d'encre. ont été très controversées et perturbantes à court terme. L'objectif global, c'était de moderniser, de simplifier, de formaliser l'économie. Et en parallèle, il y a cette révolution digitale qui explose en Inde. Complètement. C'est phénoménal. Le nombre d'Indiens connectés à Internet passe de 50 millions en 2008 à 600 millions en 2020. 600 millions. C'est l'essor du e-commerce, bien sûr, mais surtout des paiements mobiles instantanés avec le système UPI. Ah oui, l'UPI, on en entend beaucoup parler. C'est unique au monde, non? C'est une infrastructure publique de paiement instantané, gratuite, interopérable. C'est assez révolutionnaire. Et ça a permis l'émergence des premières licornes indiennes, les startups valorisées à plus d'1 milliard. Paytm, Ola, etc. Et il y a toujours ce fameux dividende démographique dont on parle souvent pour l'Inde. Ça joue un rôle important aussi, C'est un moteur de fond, oui. Puissant et de long terme. Plus de 60% de la population a moins de 35 ans. Chaque année, c'est 12 millions de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ça crée un potentiel énorme pour la consommation, pour la production. C'est un atout structurel majeur. D'accord. Donc combinaison de réformes, de révolution digitale et de démographie. Exactement. C'est ce cocktail qui explique qu'on arrive à ce sommet de près de 42 000 points en janvier 2020. L'économie semble sur de bons rails. Et là, patatras, mars 2020, le choc mondial du Covid-19. Un arrêt brutal, j'imagine. Extrêmement brutal, oui. En 2 mois à peine, l'indice perd 38%. Il retombe autour de 26 000 points fin mars 2020. Le confinement très strict mis en place en Inde a littéralement paralysé l'économie. C'était très violent. Et pourtant, la période qui suit, de mi-2020 jusqu'à aujourd'hui, fin octobre 2025, c'est peut-être la plus folle de toutes, non? C'est là que ça devient assez faux, oui. La trajectoire devient vraiment exponentielle. Depuis ce creux de mars 2020, l'indice a plus que triplé. Triplé? Oui, de 26 000 à 84 211 points aujourd'hui. Une hausse de plus de 224% en 5 ans et demi. C'est énorme. Mais comment on explique ça? Surtout après un choc pareil. Qu'est-ce qui a déclenché cette reprise si forte? Alors, la reprise initiale, dès le printemps 2020, a été fulgurante, en forme de V comme on dit. En 7 mois à peine, l'indice avait regagné 65%. Incroyable! Quels étaient les moteurs? Plusieurs choses se sont combinées. D'abord, des interventions très fortes de la Banque centrale indienne, la RBI. Ensuite, un plan de relance massif du gouvernement, Atmanirbhar Bharat. Oui, Il y avait aussi l'abondance de liquidités au niveau mondial, injectée partout par les banques centrales. Et puis, il faut le dire, la résilience de certains secteurs clés en Inde, comme l'informatique et la pharmacie, qui ont même profité de la crise. ah oui, c'est vrai. Et cette dynamique ne s'est pas arrêtée là. Début 2021, on franchit les 50 000 points. La confiance était revenue. Oui, alors que la crise sanitaire était loin d'être finie, surtout en Inde avec la terrible vague Delta. Mais les marchés semblaient regarder plus loin. Qu'est-ce qui les rassurait?
Le succès de grosses levées de fonds, comme celle de Reliance Jio, la filiale télécom de Reliance, la reprise des introductions en bourse, les fameuses IPOs, et puis le démarrage de la vaccination, qui donnait de l'espoir. Et c'est là aussi qu'on a vu arriver cette vague de nouveaux investisseurs particuliers, non? Exactement. C'est un phénomène absolument majeur de cette période. Le boom du retail, des petits porteurs. Ça représente quoi concrètement? C'est énorme. C'est colossal. On parle de 40 millions de nouveaux comptes titres électroniques, les Demat Accounts, ouverts entre 2020 et 2022. 40 millions. C'est fou. Comment c'est devenu si populaire? Grâce à l'essor des plateformes d'investissement en ligne, très faciles à utiliser comme Zeroda ou Grow, et aussi la popularité des plans d'investissement programmés, les SIP. Ça permet d'investir des petites sommes chaque mois. C'est une vraie démocratisation de la bourse. Une nouvelle génération d'Indiens s'y est mise. Et cette vague a porté l'indice encore plus haut? Clairement, ça a contribué à franchir les 60 000 points dès septembre 2021. L'euphorie était palpable, notamment autour des IPO de licornes comme Zomato, Paytm, Nyaika. Mais 2022, ça a été plus compliqué, non? Une pause, hein. Oui, 2022 a marqué une consolidation. Il y avait pas mal de vents contraires. La guerre en Ukraine, l'inflation qui flambait partout, la Fed américaine qui remontait ses taux. Et début 2023, il y a eu l'affaire Adani aussi. Oui, la controverse autour du groupe Adani qui a secoué le marché. Du coup, le Sensex a connu sa seule vraie correction de la période post-Covid. Une baisse d'environ 18% entre le pic de fin 2021 et le creux de mi-2022. Mais ça semble quand même assez limité par rapport à d'autres marchés qui ont plus souffert. Qu'est-ce qui explique cette résilience relative? Plusieurs choses. D'abord, les résultats des entreprises indiennes sont restés globalement bons. L'économie domestique a plutôt bien tenu. Et surtout, ce flux continu des investisseurs particuliers via les SIP. Mois après mois, l'argent continuait d'arriver sur le marché. Ça amortit la baisse. Ah, donc la force des investisseurs locaux est une vraie différence par rapport à le passé? C'est une différence clé par rapport au cycle précédent, oui. Ça apporte une forme de stabilité. Et d'ailleurs, dès la fin 2022, la tendance est repartie à la hausse. Et 2023 et 2024, ça a été reparti de plus belle. Une nouvelle accélération. Oui, carrément. 2023 était une année record. Plus 20% sur l'année. L'indice est passé de 60 000 à 72 000 points. Qu'est-ce qui a tiré ça? La confirmation de la stabilité politique après les élections régionales, qui laissait présager une réélection de Modi, l'accélération des dépenses en infrastructure, le succès des programmes PLI, ses incitations à produire localement. Oui, ça attire des investissements étrangers, notamment dans l'électronique, les semi-conducteurs. C'est ça. Et puis la poursuite de l'inclusion financière, l'UPI, etc. Tout ça a joué. Et en 2024, même si la majorité du parti de Modi a été un peu réduite aux élections générales, le marché n'a pas paniqué, au contraire. Non, le marché a semblé privilégier la continuité, la stabilité. Le cap des 80 000 points a été franchi en juillet 2024. L'Inde a continué de surperformer la plupart des autres grands marchés. Pourquoi ces surperformances, Sam? La croissance économique restait solide, autour de 8% en 2024. Les bénéfices des entreprises suivaient. Les flux domestiques battaient des records. Et on a commencé à voir l'effet de l'inclusion des obligations indiennes dans les grands indices mondiaux, ce qui attire des capitaux étrangers. D'accord. Ce qui nous amène donc à aujourd'hui, fin 2025, autour de 84 000 points, après un pic au-dessus de 85 000 plus tôt dans l'année. Si on regarde cette période 2020-2025, qu'est-ce qui est le plus marquant? Plusieurs choses frappent. D'abord, l'absence de correction vraiment majeure et durable, malgré tout ce qui s'est passé dans le monde. C'est assez unique. Oui. Ensuite, cette démocratisation massive de l'investissement qui a vraiment changé la donne sur le marché indien. Mhm. On a aussi vu par moments une certaine déconnexion entre la bourse et l'économie réelle, surtout en 2020-2021. Et enfin, une rotation sectorielle très dynamique. Ça n'a pas été une hausse monolithique. L'IT, la pharma, puis les banques, l'énergie, les infrastructures, la conso, différents secteurs ont pris le relais. C'est intéressant. Maintenant, un point crucial pour nous, observateurs extérieurs, c'est la devise, la roupie. Parce que la performance en roupie, c'est une chose, mais pour un investisseur en euros, ça change tout, non? Ah oui, c'est une question absolument fondamentale. Il faut toujours regarder ça. La roupie, historiquement, a tendance à se déprécier face aux grandes devises comme l'euro ou le dollar. Structurellement. Oui, structurellement. Si on prend une longue période, par exemple de mai 2004 à aujourd'hui, octobre 2025, la roupie a perdu environ 47% de sa valeur face à l'euro. Quasiment la moitié. Oui. En gros, il fallait 54 roupies pour 1 euro en 2004, aujourd'hui c'est autour de 102. Et donc, l'impact sur la performance boursière convertie en euros, il est... Énorme, colossal. Reprenons cette période 2004-2025. En roupies, le Sensex fait plus 1600%.
c'est phénoménal, ça fait 14,5% par an. Ouais. Mais si on convertit ça en euros, la performance tombe à plus 805%, ce qui fait environ 10,8% par an. C'est toujours excellent, 10,8% par an sur 21 ans. Ah oui, ça reste une très belle performance, bien sûr. Mais on voit que la dépréciation de la roupie a mangé presque la moitié de la performance brute en roupie, quasiment 800 points de pourcentage d'écart. C'est énorme. Et sur la période récente, 2020-2025, c'est treille. L'impact est toujours là. La hausse de 224% en roupie depuis le creux de 2020, ça se traduit par plus 156% en euros. L'écart est moins grand en pourcentage sur cette période plus courte, mais ça reste très significatif, presque 70 points d'écart. Donc pour résumer, un investissement de 10 000 euros en mai 2004 vaudrait aujourd'hui un peu plus de 90 000 euros. C'est moins fou que le x30 en roupie, mais ça reste bien mieux que la plupart des placements en Europe sur la même durée. Exactement. Même en tenant compte du risque de change, cette performance annualisée de presque 11% en euros sur plus de 20 ans, ça reste très attractif. Ça justifie l'intérêt des investisseurs internationaux. Après, ça pose la question de couvrir ou pas le risque de change, mais c'est un autre débat. Bien sûr. Alors maintenant, la question qui brûle les lèvres. Aujourd'hui, fin octobre 2025, Sensex a plus de 84 000 points. On en est où? Faut continuer d'y croire ou faut commencer à s'inquiéter sérieusement? Quels sont les points forts et les points faibles? Bon, du côté des forces, les fondamentaux macro de l'Inde restent plutôt solides. La croissance est là, prévue autour de 6,8%. L'inflation semble globalement maîtrisée. Les réserves de change sont confortables. Et les réformes passées continuent de jouer? Oui, les effets de la digitalisation, de la GST, de la formalisation de l'économie, tout ça continue de se diffuser. Et les entreprises indiennes continuent d'afficher une croissance de leurs bénéfices corrects, attendue autour de 15%, plus les flux liés à l'intégration dans les indices mondiaux qui soutiennent. D'accord. Ça, c'est pour le positif. Et les alertes? On entend beaucoup parler des valorisations. C'est cher, non? Oui, c'est le principal point d'attention aujourd'hui. Très clairement. Le ratio cours-bénéfice, le fameux PER, il est autour de 21,5-22 fois les bénéfices attendus. C'est nettement au-dessus de la moyenne historique qui est plutôt vers 18. Donc, historiquement cher. Oui. Et puis, la vitesse de la hausse récente interroge quand même. Plus 43% sur les 12 derniers mois, c'est très rapide. L'enthousiasme, parfois même l'euphorie, des investisseurs particuliers est aussi un signe à surveiller. Historiquement, c'est souvent un indicateur de marché un peu mûr, quoi. Et enfin, faut pas oublier le contexte mondial, hein. Les taux d'intérêt qui restent hauts aux États-Unis, les tensions géopolitiques. Ça peut peser. Est-ce qu'on risque une grosse correction, un crash comme en 2008? Ou est-ce que la situation est vraiment différente cette fois? Alors, il y a des points communs, c'est vrai, les valorisations tendues, l'optimisme ambiant, mais il y a aussi des différences majeures avec 2008. Lesquels? D'abord, les bilans des entreprises indiennes sont beaucoup plus sains aujourd'hui, moins de dettes. Ensuite, le système bancaire est mieux régulé, il y a moins de créances douteuses qu'à l'époque. Et surtout, ce poids des investisseurs domestiques, via les SIP notamment. Oui, le fameux soutien local. Voilà, ça apporte une stabilité structurelle qu'on n'avait pas à ce point en 2008. Donc parler d'une bulle imminente comme en 2000 ou 2008, ce serait sans doute exagéré, mais oui, le marché est cher, clairement. Ce qui rend une phase de consolidation ou même une correction, disons de 10-15%, non seulement possible, mais peut-être même souhaitable pour assainir un peu. Donc pas forcément une bulle, mais des valorisations qui appellent à la prudence. C'est ça. Prudence et sélectivité. Mais si on se projetait un peu, très prudemment, bien sûr, disons d'ici 2030, quels seraient les scénarios possibles? Bon, exercice périlleux, mais essayons. Le scénario central, le plus probable, disons à 60%, ce serait une croissance du marché qui ralentit par rapport à la folie des 5 dernières années. Peut-être une hausse de, allez, plus 30% à plus 55% d'ici 2030. Avec de la volatilité, bien sûr. Ça nous mettrait le Sensex quelque part entre 110 000 et 130 000 points. D'accord, une croissance plus modérée. Voilà. Un scénario plus optimiste, peut-être 25% de chance, verrait l'Inde continuer sur une lancée très forte, grâce à ses atouts. Là, on pourrait viser 150 000, voire 175 000 points. Un nouveau cycle très porteur. Et le scénario noir? Faut pas l'exclure. Disons 15% de probabilité. Une correction majeure, moins 30% ou plus, déclenchée par une crise mondiale ou des problèmes internes. Ça pourrait ramener l'indice vers la zone des 60 000, 75 000 points. Bon, ça donne une fourchette assez large quand même, hein. Forcément, l'avenir reste incertain par nature. C'est sûr. Pour conclure cette exploration passionnante, quel regard global on peut porter sur ce parcours incroyable du marché indien depuis presque 30 ans?
C'est vraiment le miroir d'une transformation économique et sociale absolument spectaculaire. Le Sensex qui fait x30, c'est le symbole d'une Inde dont le PIB a été multiplié par 15 en dollars courants. 15 fois. Le PIB par habitant multiplié par 7, la pauvreté extrême qui a chuté drastiquement, et l'émergence d'une classe moyenne de plusieurs centaines de millions de personnes. C'est ça l'histoire de fond. C'est aussi l'histoire d'une plus grande maturité, non? Des institutions, des entreprises. Oui, tout à fait. Une banque centrale, la RBI, et un régulateur boursier, la SEBI, qui sont devenus des institutions respectées et assez efficaces. Et puis l'émergence de grands champions nationaux, Reliance, TCS, HDFC Bank et d'autres, qui sont capables de jouer dans la cour des grands au niveau mondial. Et on retient aussi bien sûr l'impact de cette révolution digitale avec des choses uniques comme l'UPI et ce fameux dividende démographique qui reste un atout majeur pour les décennies à venir. Absolument. Ce sont des forces structurelles très puissantes pour l'avenir. Mais, faut pas non plus tomber dans l'angélisme. Les défis restent immenses. Oui, il faut les rappeler. Les inégalités sont criantes. L'emploi informel concerne encore près de 90% de la main-d'œuvre. Les besoins en infrastructures, en éducation, en santé sont encore colossaux. La bureaucratie reste un frein, malgré les progrès. Et puis, il y a les risques externes, géopolitiques notamment. Donc, un tableau contrasté, comme toujours avec l'Inde. Exactement. Un potentiel énorme, mais des défis tout aussi énormes. Alors, une dernière pensée, peut-être un peu provocatrice pour terminer. Ce Sensex a plus de 84 000 points. Est-ce que c'est le sommet d'un cycle exceptionnel, l'apogée d'une course folle qui appelle une pause, une longue digestion? Ou bien est-ce que malgré ces valorisations qui semblent tendues aujourd'hui, ce n'est finalement qu'une étape? Une étape dans l'affirmation durable de l'Inde comme un pôle économique incontournable du XXIe siècle, peut-être une alternative à la Chine, portée par ses atouts démographiques et technologiques uniques. C'est toute la question. Est-ce le pic ou juste un palier avant la prochaine étape? L'histoire le dira. La question reste ouverte et passionnante. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.